Je suis impressionné par cette assistance que j'admire, n'est-ce pas? Et je suis rajeuni en votre présence de quelques années. J'ai 84 ans, c'est beaucoup. Eh bien, en 84 ans, on fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et il en a cité quelques-unes. Et j'ai eu le bonheur et le plaisir de contribuer à la création de l'État tunisien à l'indépendance. Vous ne connaissez pas la Tunisie d'avant l'indépendance. La colonisation l'a laissée dans un état pitoyable. On était quelques élèves au lycée de Sfax et à la sortie du lycée, et plus tard, on sont devenus quelques milliers, sinon quelques millions d'élèves. Il y avait donc l'ignorance, était la pauvreté aussi, la colonisation avait tout en main. Quand il y a eu l'indépendance, tout était français. Les banques, les assurances, les terres, les mines, l'énergie. Les Tunisiens étaient pratiquement des étrangers dans leur propre pays. Donc on a eu tout à faire à l'indépendance, tout à faire à refaire renaître l'État tunisien. La Tunisie a quand même 3000 ans d'histoire. Quand on fait le décompte, on voit que la Tunisie a été pendant 2000 ans un État souverain, indépendant. Elle a été colonisée, conquis, occupée pendant quand même 1000 ans. Donc, il y a une forte tradition historique pour la Tunisie. Et quand on parle de l'humanité, l'avenir de l'humanité, on se demande si on peut faire des prévisions dans ce domaine. Qui aurait pu imaginer l'état actuel de la Tunisie? Parce qu'elle a évolué. La Tunisie a été carthaginoise, Hannibal, Hamilcar, qui ont conquis la Méditerranée. Mais elle a été aussi romaine pendant quelques siècles. Et elle est devenue arabe et musulmane depuis 15 siècles. Et se sont succédés des empires tunisiens. Kérouan a conquis tout le Maghreb et même pénétré en Espagne. Elle dominait. Et ensuite, il y a eu aussi les souverains qui ont régné à Mahdia, n'est-ce pas, les Fatimides, qui ont créé le Caire. Le Caire a été fondé par des Tunisiens, n'est-ce pas? Le général Johar qui a créé la ville du Caire. Donc, il était important qu'à l'indépendance, on fasse revivre cette tradition historique de la Tunisie qui était un État souverain. Bon, bien sûr, qui aurait pu prévoir, il y a quelques siècles, que la Tunisie ne régnerait pas, surtout le Maghreb, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle est limitée au territoire tunisien du fait de beaucoup d'événements historiques qu'on n'a pas le temps ici, dont on ne peut pas parler ici aujourd'hui. Que va devenir la Tunisie? Difficile à prévoir aujourd'hui. Nous avons des atouts, mais nous avons des problèmes. Les atouts, c'est cette forte tradition historique, n'est-ce pas, qui a permis à la Tunisie, par les temps qui courent, de tenir le coup, de ne pas s'effondrer totalement. Comme d'autres pays vivent cet effondrement aujourd'hui. Que va-t-elle devenir dans le futur? Il y a à la fois de l'espérance, de l'espoir, l'espoir que les jeunes comme vous, qui allaient prendre en charge cet avenir, que les jeunes comme vous puissent cultiver, parce que ce que je constate autour de moi et partout, c'est que peu de jeunes, peut-être que je me trompe, connaissent l'histoire de leur pays. Les Hafsides, par exemple, levez le doigt, qui connaît les Hafsides? La dynastie qui a régné 3 siècles en Tunisie. Bravo, il y en a 2 ou 3. Donc c'est ça le problème. Le problème, il faut qu'on ne peut pas servir son pays si on ne s'intéresse pas à son histoire,
si on ne peut pas s'intéresser à son devenir. Vous êtes le devenir. Vous devez vous intéresser à ce qu'il a été pour en faire mieux que nous, cette génération qui est en train de partir. Voilà le premier point que je voulais soulever avec vous. Deuxième point important, c'est le problème économique. Vous attendez de moi, j'ai cette réputation d'avoir vécu dans l'économie, depuis la Banque centrale jusqu'à la BIAT, jusqu'au plan, aux finances, etc. Je suis heureux d'avoir une vie bien remplie. Vous attendez de moi que j'en dise quelques mots de ce problème économique. C'est le seul des problèmes qui se présentent à l'être humain et qui ne peut pas être résolu. Voilà, je suis un peu pessimiste à ce sujet. N'est-ce pas ? J'ai enseigné l'économie pendant une période de traversée du désert parce que j'avais refusé certaines attitudes. N'est-ce pas ? On m'a mis à l'écart pendant 4 ou 5 ans. N'est-ce pas ? Mais j'en ai profité pour aller aux jeunes et pour enseigner l'économie à l'université. Et j'avais la première année de sciences économiques. À la faculté, il y avait le grand amphithéâtre, il y avait 200 étudiants donc, qui écoutaient religieusement ce que je disais, n'est-ce pas ? Et je ne voyais que des cheveux. J'enseignais à des cheveux, n'est-ce pas ? Ils étaient en train de prendre des notes, n'est-ce pas, pour me les reproduire le jour de l'examen. Alors j'ai dit à mes élèves, posez votre porte-plume, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Écoutez-moi, ne prenez pas de notes. La contrepartie, c'est que je ne vous poserai jamais de questions de cours. Voilà. Et nous avons commencé à discuter, ça devenait vivant, et on a abordé le problème économique. C'était compliqué à expliquer à des jeunes qui venaient du baccalauréat, qui pour eux, c'est l'école primaire économique, ils ne sont pas habitués à ce vocabulaire économique. Alors je voulais rendre la question un peu plus intéressante. J'ai dit à mes élèves, le problème économique, c'est le paradis. Alors ils ne savaient pas comment c'est le paradis, le problème économique. J'ai dit, l'Éternel, le bon Dieu, a voulu donner un message à l'homme, à l'être humain, en lui disant, vous ne pourrez jamais résoudre totalement le problème économique. Il n'y a qu'au paradis que ce problème est résolu, où il n'y a plus de problème d'équilibre économique, il n'y a plus de problème de taux d'inflation, il n'y a plus de problème de balance de paiement, il n'y a plus de problème de salaire, il n'y a plus de problème de fiscalité, et où la population est stable, il n'y a pas de problème démographique, et où tous les besoins des gens qui ont réussi à être au paradis sont satisfaits sans aucun problème par la grâce de la divinité. Donc, le problème économique, c'est que c'est une tâche, c'est un travail permanent et c'est des tentatives d'équilibrer toutes les données de l'économie d'un pays. Je disais donc que le problème économique est difficile à résoudre et il faut des plans de développement économique. Et il y a une difficulté à convaincre les gens qu'il y a nécessité d'avoir un plan, une boussole. Le plan, c'est en quelque sorte une boussole pour s'orienter, pour savoir où on va. Et la Tunisie a eu l'avantage d'avoir jusqu'à 11 plans, le dernier plan, n'est-ce pas, qui n'a pas été exécuté parce qu'il y a eu la révolution. Et la révolution, c'est un peu devenu l'incertitude. Et on navigue sans plan, sans boussole depuis 3 ans. N'est-ce pas, on improvise. Là, alors que la Tunisie a pu avoir une tradition de planification, de développement planifié, rationnel. Et ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur.
on a fait pas mal d'erreurs, on a fait des plans, n'est-ce pas? Mais c'est le pouvoir politique qui a été défaillant. Qui a été défaillant parce que très vite, après l'indépendance, il faut bien le dire, l'autorité et l'autoritarisme s'est installé dans le pays et a permis et a fait obscurcir le chemin devant les planificateurs. Et les plans ont été utilisés pour des aventures dans le domaine de la coopération généralisée et forcée, ce qui a donné la crise de 1969, n'est-ce pas, et le drame qui en est résulté. Et le pouvoir politique est devenu trop personnel, et au fur et à mesure que les détenteurs du pouvoir, n'est-ce pas, durent dans leurs prérogatives, on a commis d'autres erreurs. Par exemple, il y a eu une occasion historique pour la Tunisie de jouer un grand rôle dans la région. La position stratégique de la Tunisie, petit pays encerclé par le voisin de l'Ouest et le voisin de l'Est. Le voisin de l'Est qui a derrière lui un plus grand voisin. Je ne vous replacez la géographie, je ne vais pas dire les noms. Et donc, il y avait un risque pour la Tunisie d'être avalée par les uns et les autres. N'est-ce pas? Et le Maghreb était ainsi constitué par deux États importants, qui sont donc à l'ouest, et par deux États moins indépendants, la Tunisie et son voisin libyen qui étaient moins indépendants. Ce déséquilibre faisait était un obstacle réel à la constitution du Maghreb, parce qu'il y avait ce déséquilibre. Donc, pour pouvoir faire avancer l'idée du Maghreb qui piétine depuis plus d'un demi-siècle, il fallait donc reconstituer un équilibre à l'échelle maghrébine. Et ensuite, il y avait des tentatives de l'Égypte de s'installer en Libye. Donc, la Tunisie risquait d'avoir à l'ouest l'Algérie et à l'est l'Égypte qui aurait fait l'unité avec la Libye. Voilà la position qui était importante. Et Bourguiba a eu cette idée de génie, qui malheureusement a échoué, du fait des disputes internes tunisiennes. Ce n'est pas la faute ni de la Libye ni de personne. C'est notre faute à nous. Ce phénomène en Tunisie, on se dispute entre nous pour le pouvoir. Il y avait des compétitions extraordinaires, Bourguiba vieillissant, chacun voulait lui succéder, n'est-ce pas? Et Bourguiba a eu cette idée de faire l'union avec la Libye, qui était une idée géniale, audacieuse, mais qui a été détruite par ses propres collaborateurs. Il y avait des luttes d'influence entre les responsables pour qui va succéder à Bourguiba. Et l'un voulait être du côté de Kadhafi, l'autre du côté de Bourguiba. Il y a eu cet acharnement qui fait que ça a échoué. Et je crois que l'histoire ne repasse pas les plats souvent, plusieurs fois. Attendrons-nous un siècle ou plus de temps encore pour pouvoir avoir une occasion semblable pour protéger la Tunisie. Protéger la Tunisie contre la fusion, une mauvaise fusion, une fusion qui profite à la Tunisie. C'était le cas de la Libye, c'était deux pays complémentaires. Et ça aurait probablement évité à la Libye aujourd'hui les soubresauts qu'elle connaît. Donc, ceci pour dire, je n'ai plus que 3 minutes, qu'il est difficile de prévoir l'avenir. J'ai plus de 60 ans que vous, essayez de prévoir ce que va être la Tunisie dans 60 ans. Si vous le savez, vous me le dites, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle aura un avenir meilleur? Est-ce qu'il va avoir des difficultés? La période que nous traversons est une période difficile. Comment va-t-elle évoluer? Il faut espérer qu'elle devienne un État florissant, un pays heureux. Est-ce que vous le pensez?
est-ce que vous pouvez dire ce que va devenir la Tunisie? Elle ne peut pas redevenir ce qu'elle a été historiquement, et qui a été à la tête d'un empire, mais elle pourrait, si elle était mieux gouvernée, et nous espérons que cette révolution lui permette, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas très clair, on a réussi à faire une constitution, mais ce n'est pas la constitution, c'est son application qui compte, et c'est le désir des Tunisiens et des jeunes comme vous, qui allaient prendre en charge ce pays, de s'entendre, de cesser de se disputer, de cesser de nuire à la Tunisie par ces disputes. On peut avoir des opinions différentes, mais on doit les exprimer d'une manière meilleure que celle qu'on vient de voir à l'ANC il y a quelques jours, n'est-ce pas? On pourrait moins s'insulter, moins se disputer et se comprendre et rapprocher les points de vue. Problème aujourd'hui important, séparer la religion de la politique, parce que ça nuit aux deux. C'est la religion qui est dégradée et la politique qui est dévoyée, n'est-ce pas? De la mêler aux disputes politiques. Et j'espère que les dirigeants des formations politiques qui existent, qui comprendront cela, et que les pays qui ont réussi leur développement, ce sont ceux qui ont fait cette séparation. L'Église catholique en France, après la Révolution de 1789, a vu tous ses biens confisqués par la Révolution. Tous ses biens confisqués par la Révolution. C'est vous dire que ces pays-là ont réussi à résoudre cette question importante. Il y a la liberté du culte, mais il n'y a pas la confusion entre la politique. On n'impose plus rien en matière de religion. Chacun est libre de voir ses relations avec l'Éternel. Et j'espère que je n'ai plus que 52 secondes pour vous remercier. J'ai été très heureux de ce contact avec vous et je reste à votre disposition. Merci infiniment.